Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sadiq al-amin. Chers amis, bonjour. Assalamu alaikum. Dès le début de cette crise de ce qu'on appelle le corona, nous avons signalé, nous allons faire attirer attention sur des signes qui nous renvoient, d'une façon claire d'ailleurs, vers le Coran. Pourquoi? Pour déjà essayer de comprendre, parce que le grand problème c'est qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe. Et d'abord pour essayer de comprendre, puis essayer de trouver une réponse ou une solution dans le Coran. Alors il y a d'abord le mot corona, où on retrouve un peu les lettres qui composent le terme Coran. Il y a, on a dit, on a remarqué, il y a le ka, le kaf, la lettre kaf, et l'altnoun, qui donne le kun, l'ordre divin. Il y a la couronne qui renvoie vers la majesté. Donc c'est la créativité de Dieu et la majesté divine. C'est-à-dire Dieu, il fait ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut, et c'est lui qui commande. Donc quand il prend le levier de commande, il réduit la liberté qu'il a lui-même donnée aux êtres humains, et il n'y a personne qui peut donc prétendre avoir une puissance ou une quelconque puissance. Et puis il y a le chiffre 19 qui est le chiffre du Coran. C'est le chiffre, si vous voulez, qui rythme. C'est un code qui rythme le texte coranique. Et c'est le 19, c'est le nombre des lettres que contient la formule fondamentale Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est sa valeur numérique en comptant les lettres. Bon. Maintenant, certains signes nous ont envoyé plus précisément à la sourate de la caverne. La sourate de la caverne. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que ce terme corona, il semble d'ailleurs qu'il vient de l'arabe, les cornes. Les cornes, la couronne, ça vient des cornes, ça a rapport avec les cornes. Et les cornes, l'équivalent en arabe, c'est le qarn, le couronne. Et ça nous renvoie à ce personnage, ou à ce phénomène, qui est décrit dans la sourate al-Kahf, sourate la caverne, sous le nom de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est l'homme aux deux cornes. Alors, nous allons donc voir dans ces signes, suivre ces signes, pour essayer de trouver donc la réponse coranique à cette question de corona, à ce phénomène de corona. Alors, donc, il faut d'abord essayer de poser le problème. D'abord, poser le problème, et puis voir les réponses ou les solutions. Alors, le problème, c'est quoi? On a donc une épidémie qui est en train d'envahir le monde entier, et il y a la façon dont elle est traitée par les médias. C'est-à-dire, il y a certains, ils n'ont pas hésité à parler d'un complot. Un complot international. Alors, s'il y a un complot, on va s'arrêter un peu à analyser cette question de complot. S'il y a un complot, s'il y a actuellement un complot, et à l'échelle internationale de la planète, qui peut faire ce complot? Ce sont les gens les plus puissants. On pense tout de suite de grandes puissances. C'est pas au Cambodge, au Congo qu'on va trouver les gens qui sont capables de faire des complots à l'échelle internationale. Donc il faut voir les gens les plus puissants. Et les gens les plus puissants c'est également les gens les plus riches. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs ils sont connus, c'est pas un mystère. Les gens qui ont la puissance financière et donc la puissance politique, qui contrôlent les médias, qui contrôlent si vous voulez, les États, les grands États sont sous leur contrôle. Alors ces gens, ils sont connus, on les appelle les grands argentiers.
les grands argentiers, les grands banquiers. D'ailleurs, paraît-il, ici, c'est cinq familles ou cinq clans. On parle des Rothschild, des Rockefeller. Bon, ce sont les gens donc qui seraient les architectes d'un quelconque complot à l'échelle internationale. Or, ces gens-là, on les connaît. On les connaît, ils n'ont qu'un principe, c'est gagner de l'argent, par tous les moyens. C'est ça leur but, ils n'ont pas 36 buts. Alors, ces gens-là, on peut faire un petit retour à l'histoire, l'histoire de Genèse, pour voir un peu ces grandes fortunes, d'où elles viennent. Il faut remonter au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a d'abord l'esclavage, le commerce des esclaves, la traite des Noirs, qui a apporté des richesses énormes à l'Europe. Et par la suite, cet esclavage, ces vagues d'esclavage immenses, qui ont permis à l'Amérique de se lancer. Et puis après, il y a les colonies. Les colonies, ils ont apporté énormément d'argent. C'était les Européens qui contrôlaient un peu de tout, depuis l'Amérique jusqu'en Inde, jusqu'en Chine. Donc, les colonies également, ça a apporté des fortunes énormes. Le bois, les forêts, les mines, le cacao, ce sont des fortunes. Mais ces gens-là qui détiennent donc la fortune, ils sont également basés sur l'industrie, sur la production industrielle, ce qu'on appelait la révolution industrielle. Donc nous, on est en train de baigner dans les résultats de cette révolution, mais qui a passé par plusieurs stades. Maintenant, on est, si vous voulez, au stade de l'informatique, mais ça vient, c'est une construction. C'est-à-dire, ça vient la période, si vous voulez, la génération de l'informatique, elle se base sur la période de l'électronique, parce qu'il fallait l'électronique pour arriver à l'informatique. Puis l'électronique, il s'est basé sur l'électricité s'est basée sur la mécanique, et la mécanique s'est basée sur les minerais, sur la houille, sur le charbon. Donc il y a toute une génération, plusieurs, qui ont été exploités dans les mines de charbon. L'Allemagne, la France, l'énergie, c'était le charbon. Et il y a des gens qui ont passé toute leur vie dans les mines. Ils travaillaient 12 heures par jour, pas de congé, pas de week-end, pas de couverture sociale. C'était vraiment... On voit bien qu'il y avait une minorité qui profitait de la fortune, mais le peuple était pauvre. Donc il était obligé de parler. Donc il y a des gens qui ont crevé dans des mines, etc. Et là, ça rapportait de l'argent, parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas faire de l'argent en donnant des droits aux êtres, c'est en exploitant les êtres humains qui se font des fortunes énormes. Alors, ces grands argentiers, après la période de la houille, on est passé à la période mécanique. C'est-à-dire l'automatisme, et on emploie les gens comme des machines. Ça veut dire à faire les mêmes mouvements. Il y a d'ailleurs un film formidable de Charlie Chaplin, les temps modernes, où il travaille dans une chaîne de production et il devait faire le même geste, serrer des boulons. Il y avait toujours la clé serrer, et il serrait les boulons. Comme ça, il faisait comme ça tous les jours, toute la journée, il faisait ça. Le même mouvement. Et après quand il sort, il continue à faire le même mouvement. Bon, alors on a exploité les gens, puis après il y a une autre révolution qui est venue, une révolution populaire, où les gens commençaient à faire des grèves, des révoltes, des théories de gauche, marxisme, etc. Et on a vu donc sortir des partis politiques, des syndicats, et les gens commençaient à demander des droits. Et les États étaient obligés de leur donner ce qu'ils demandaient. Donc il s'agissait de diminuer les heures de travail et d'augmenter les salaires, d'augmenter les couvertures sociales, etc. Alors à ce moment-là, les grands argentiers
ils ne pouvaient plus, si vous voulez, ça ne les arrange pas, hein, parce que donner des droits aux êtres humains, ce n'est pas très rentable. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé, parce qu'avant, ils se basaient sur la production. C'était leur force, c'est la production. Et le niveau de production et de consommation était très haut dans les pays occidentaux, en Europe et en Amérique. Rien en Amérique, dans les années 70 déjà, 70%, 75% de la production mondiale industrielle, c'était les Américains, les usines américaines. Avant eux, c'était les Européens. Maintenant, l'économie américaine est basée sur les services, à 60% des services. Bon, alors, donc, ces argentiers, ces grands années, ont déplacé la production vers l'Asie. Parce que là, il n'y avait pas encore de droits. Bon, la main-d'œuvre bon marché. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils profitaient des bas salaires de l'Asie, donc la production bon marché, et le haut niveau de consommation en Europe, en Occident. Et donc, ils exportaient donc les produits bon marché produits en Orient, en Asie, vers l'Occident, où il y a une grande consommation. Mais là, c'est déjà un dérèglement, c'est quelque chose de normal, parce que pour consommer, il faut produire. Il doit y avoir un équilibre. L'économie, c'est quoi? C'est un équilibre entre la production et la consommation. Donc, s'il y a déjà un déséquilibre, on a produit un déséquilibre dans les pays donc, industrialisés, enfin riches, disons, occidentaux, et la crise a commencé. Donc, les gens ne pouvaient plus consommer. Et en plus, les Asiatiques, ils ont appris à faire le commerce eux-mêmes. Ils commercialisent eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de ces grands argentiers occidentaux pour faire du commerce. Donc ces grands argentiers, ils sont passés de la production vers la commercialisation, commercialiser les produits fabriqués en Asie. Puis après, comme ils ne pouvaient plus, si vous voulez, il y a un étouffement, il y a une saturation, le niveau de consommation a diminué en Occident. Et les Asiatiques commercialisent eux-mêmes, donc ils sont retrouvés avec des masses d'argent énormes qu'ils ont gagnées avec. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé à l'économie de l'argent, faire suivre l'argent. Alors à ce moment-là, ils ont poussé les gens à s'endetter. Ils ont poussé les États, les sociétés et même les particuliers à s'endetter. C'est devenu la mode. Tout le monde devait s'endetter. À une période pas très éloignée, les années 70-80, le Maroc marchait bien. Il évoluait, produisait de l'industrie, etc. Il y a eu une évolution normale, mais il y a soi-disant des experts qui disent non, il faut s'endetter. Il faut prendre des dettes, des emprunts. Ils disent voilà, les grandes puissances, l'Amérique par exemple, la plus grande puissance, il est très endetté. Il faut un pourcentage. Ils ont poussé le Maroc à s'endetter, puis il s'est retrouvé avec des problèmes énormes. Donc on a poussé, pourquoi? Parce que ça rapporte aux plus riches, ça rapporte encore plus d'argent. Il faut avoir de l'argent, c'est tout. Et après, les gens ne pouvaient plus payer. Avec la crise, il y a le chômage en Europe, et les gens ne pouvaient plus payer. Ils ne pouvaient plus payer. Ils se retrouvent donc, des gens qui se retrouvent dans la rue, à manger dans les poubelles, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est que comme les banques ne peuvent plus récupérer leur argent, ils doivent faire faillite. C'est logique, ils ne peuvent plus récupérer. Ils ont donné l'argent, ils ne peuvent plus récupérer parce que les gens n'ont pas, ils ne peuvent pas payer. Il y a des pays aussi endettés qui ne peuvent pas payer. Donc, logiquement, les banques vont faire faillite parce qu'ils ne récupèrent pas. D'abord, les assurances, parce qu'ils font les tampons. Les assurances, ils assurent pour les banques, donc les assurances vont faire faillite, c'est normal, puis après les banques. Alors si les banques font faillite, c'est tout le système qui s'arrête. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont les États maintenant qui soutiennent les banques. C'est-à-dire les États, les gouvernements financent les banques pour qu'elles puissent continuer à tourner. Or là-bas, les États, où est-ce qu'ils vont prendre cet argent? Alors, il y a deux moyens. Eux-mêmes, ils empruntent, ils font des obligations, donc ils sont saturés maintenant parce qu'ils empruntent de l'argent un peu. Même les grands États, l'Amérique, ils empruntent
C'est maintenant la Chine qui achète les dettes de l'Amérique. Donc, ils empruntent l'argent et en même temps, ils doivent diminuer les charges. Donc, les couvertures sociales, la retraite, ils sont obligés de diminuer les charges et ça va entraîner des révoltes énormes. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est dans... Alors, il paraît-il, c'est pour cacher ces crises économiques qu'on a inventé, plus ou moins, on a exploité l'épidémie pour pouvoir maîtriser la population, l'obliger à rester, ne pas se, etc. Bon, ça c'est... Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que nous sommes dans un système qui va, si vous voulez, selon ce que a dit René Guénon depuis un siècle, il a dit c'est un désordre qui va en s'accroissant. C'est un désordre ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc on est dans un désordre, c'est le désordre mondial et qui maintenant échappe. Si vous voulez, échappe à tout contrôle et il ne peut plus se corriger lui-même. Il a tellement de dérivés, tellement de déséquilibres qu'il ne peut plus. Et donc il faut une correction qui vient de l'extérieur du système. Une correction qui a une autre logique. Bon. Alors, pardon. Alors là, nous allons chercher une réponse dans le Coran. Exactement, on est maintenant guidé vers la sourate de la caverne. Sourate de la caverne, surtout, on a fait la correspondance entre le nom Corona, Qarn, et ce que le Coran parle de Dhul Qarnayn, cette sorte de personnage mythique qui a voyagé vers l'Orient, puis vers l'Occident, puis vers le confluent des deux mers. Et c'était quelqu'un à qui on s'adressait pour dire que les Hajouj et Majouj, les Gog et les Magog, sont des gens qui font le mal, qui font de yufsiduna fil ard. Yufsiduna fil ard. Donc ils bousillent un peu la terre. Et à ce moment-là, il faut nous faire un barrage. Il faut faire un barrage pour limiter l'influence du mal. Voilà, il faut. Alors, pourquoi si vous voulez, j'ai eu cette idée de faire correspondre le Corona, le phénomène Corona, à ce que le Coran appelle le Dhul Qarnayn. Il y a quelque temps déjà, j'ai eu un rêve. Un rêve dans lequel je me voyais dans un train qui est en train de marcher. J'étais dans un compartiment avec des gens et il y avait à côté de moi une casquette où c'était écrit la lettre Y, Y majuscule, qui était à côté de moi. Il y avait une discussion, est-ce que ça m'appartient cette casquette? Il y avait un truc, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi? Bon. Puis après le train s'est arrêté et on est sorti un peu pour se reposer. Mais au moment où j'allais reprendre le train est parti. Donc, mais je ne pouvais pas entrer, c'était fermé, mais je me suis accroché à la porte. Il y avait une sorte d'estrade à l'extérieur du train, et je me suis accroché à cette estrade, et donc je partais avec le train, mais à l'extérieur. À un certain moment, ce train est rentré dans une grande ville. Le train, en général, il roule dans la campagne. S'il rentre dans la ville, il rentre dans un souterrain. Mais là, le train, il est entré en pleine ville. Alors, il allait tout droit, là, avec une vitesse énorme, et il coupait tout sur son passage, il coupait les rues, les routes, les voitures Donc, il cassait tout sur son chemin. Et là, j'essaie de comprendre ces signes, et maintenant je le comprends, parce que cette casquette, qui semble-t-il est à moi, ce Y, c'est les deux cornes. C'est les deux cornes, ça renvoie à Dhul Qarnayn. Et là, on voit, comme j'ai dit, il y a le système le monde moderne ne peut plus se corriger, il y a un emballement.
Et puis il faut une force extérieure qui vient, qui balaye tout ça, qui remet tout à un autre ordre, si vous voulez, balayer ce désordre de plus en plus croissant, parce que ça ne peut plus aller. Donc, il y a des gens qui veulent figer tout, ils ont dit que c'est Alexandre le Grand, parce qu'il avait un truc comme ça, bon, ça c'est, faut pas prendre ça au sérieux. Dul-Qarnayn, c'est un personnage, il faut le mettre en parallèle à ce que René Guénon appelle le roi du monde. Le roi du monde, ça symbolise deux phénomènes qui sont reliés, et ça symbolise le pouvoir temporel et le pouvoir intemporel. C'est-à-dire qu'il y avait des périodes où ce sont les sages qui avaient la responsabilité politique. En ce sens qu'ils sont à la fois, ils ont la responsabilité spirituelle, ils sont des maîtres spirituels, sont des sages, en même temps ils avaient la responsabilité si vous voulez, temporelle de ce qu'on appelle la politique. Et il y a des périodes où les politiciens piratent le pouvoir. Ce pouvoir, normalement, c'est pour les sages. Ce sont eux qui doivent commander. Or, il y a des périodes dans l'histoire où c'est ce qu'on vit actuellement, les politiciens sont des pirates qui ont piraté le pouvoir, parce que le pouvoir, que ce soit temporel ou intemporel, il doit être aux mains des sages. Donc, on est dans une période où ce sont les politiciens donc, qui ne sont pas des sages, qui n'ont aucune dimension spirituelle, qui se permettent, qui croient que c'est à eux le pouvoir, et ils veulent expulser, si vous voulez, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est sagesse, ils veulent l'expulser pour pouvoir justement suivre cette religion qui est l'argent. Voilà, avoir de l'argent. Alors donc Qarnayn, ça représente les deux pouvoirs, temporels et intemporels. Ça représente aussi, c'est quelqu'un qui voyage, c'est pour ça que nous avons le corona, qui a frappé en Chine, puis a frappé en Amérique, puis maintenant en Europe. Et là, entre l'Europe et le monde musulman, il y a si vous voulez, il doit y avoir un écran, si vous voulez, un barrage, c'est ça, parce que moi j'ai interprété cette question de Ajouj et Majouj, Gog, ce sont des peuples qui sont des peuples concurrents, qui sont nombreux, concurrents, et qui, dans les noms, portent des lettres comme G et J. G et J. Majouj et Ajouj. Donc, et qui, si vous voulez, qui sont concurrents par les airs, par les mers. J'ai décortiqué un peu ça, et j'ai dit les meilleurs peuples à qui on peut, si vous voulez, attribuer ça, sont des peuples européens. Ce sont les pauvres. Tous ces peuples, que ce soit les Portugais, les Espagnols, les Français, tous ces peuples sont des peuples concurrents. Ils sont colonisés le monde entier. Et ils ont tous, la plupart ont un G ou un J. Par exemple, les Germaniques, vous voyez, les Gaulois, les Français, les Gaulois. Qu'est-ce qu'il y a encore les Anglais, vous voyez. Donc, il y a un barrage, il y a une sorte si vous voulez, un barrage fictif entre l'Europe, si vous voulez, où va se répandre, si vous voulez, ce phénomène, ce phénomène de la modernité, c'est vraiment qui va déséquilibrer, si vous voulez, déjà déséquilibrer l'Europe. Donc, et puis il se répand, parce qu'on a dit, il y a un moment, il va y avoir une fissure. Il va y avoir une fissure, parce qu'ils sont en train de gratter, il va y avoir une fissure, et c'est ce qui s'est passé. Alors on a dit, après, il va y avoir, Yamoujuna ba'dan fi ba'd. La moujoun, c'est les vagues, ça veut dire, c'est ce qui s'est passé actuellement. Bon, avec la modernité qui a envahi l'Occident, donc ils sont en train depuis 2 siècles maintenant. C'est-à-dire l'Occident est en train de nous envahir, on va dire le Sud, et maintenant nous, le Sud est en train d'envahir. Donc on est en train de mélanger les deux mers, les deux confluents sont en train de se mélanger, et il y a ce phénomène donc qui normalement coronal et de cornes, etc. Donc en train de, si vous voulez, je pense qu'il est en train de faire de l'ordre dans le système. Et je vous remercie.